La conscience ultime transcende toute forme. Elle est informe. Mais comment te connais-tu? Comment, en quelque sorte, se connaît-il lui-même? Eh bien, il se connaît en prenant différentes perspectives sur lui-même. Et c'est ce qu'est un avatar. C'est une projection de soi. Il dit, eh bien, laisse-moi me regarder de ce point de vue, et laisse-moi en fait m'immerger tellement dans ce point de vue que je ne sais même pas que c'est un point de vue. Je pense que c'est la vérité. Alors, je m'immerge vraiment dans ce point de vue, et puis je me réveille. Ensuite, je me réveille, et je réalise, non. J'ai passé 70 ans de ma vie à penser que j'étais juste ce corps. Et puis, je me suis réveillé. Alors j'ai réalisé, je ne suis pas aussi compliqué que ce monde. Je voudrais accueillir Don Hoffman dans l'émission. Comment ça va, Don? Très bien. Et toi, Alex? Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être venu à l'émission, mon ami. Je suis ravi de parler avec toi de la théorie de la simulation, qui est l'un de mes sujets préférés au monde, de parler de spiritualité, de conscience, de physique quantique, tout cela mélangé dans une belle grande soupe. Alors je vais commencer par une question très simple. Qu'est-ce que la conscience? Une façon d'y penser est quelque chose que les psychologues appellent la définition ostensive. D'accord. Donc, quand vous enseignez à un enfant de 18 mois, quelques mots alors qu'il commence juste à apprendre les mots, que faites-vous? Donc, maman ou papa est assis avec Chris de 18 mois, et il y a un chat sur un tapis, et c'est le moment pour Chris d'apprendre le mot chat. Et donc, comment définissez-vous le mot chat à Chris? Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous pointez le chat et vous dites chat. Et vous vous attendez ensuite à ce que votre bébé Chris regarde et comprenne. Et c'est un miracle, ils le font. Ils regardent et ils comprennent. Maintenant, c'est un miracle parce que si vous pointez le chat sur le tapis, vous pourriez faire référence à l'oreille, la couleur de la fourrure, la texture de la fourrure, la patte gauche et le tapis, le nez et la patte gauche. À quoi faites-vous référence? D'accord. Et pourtant, ils comprennent. Donc, vous comptez sur une certaine coordination entre le parent et l'enfant pour que vous puissiez simplement pointer et dire chat. Et ils comprennent du premier coup. Cela s'appelle une définition ostensive. Et pour quelqu'un qui n'a jamais goûté à la cannelle, comment vais-je lui définir la cannelle? La façon dont je vais définir la cannelle, c'est que je vais lui donner un morceau de cannelle, dire goûte-le et puis je vais pointer et dire c'est de la cannelle et espérer qu'il comprenne. Donc, c'est comme ça que nous définissons tout. Nous définissons essentiellement presque tout en pointant. Maintenant, en mathématiques, bien sûr, une fois que vous avez un certain nombre de pointeurs en mathématiques, alors vous pouvez commencer à faire des formules et ainsi de suite. Mais en général, toutes les choses importantes de la vie que nous connaissons, nous les avons apprises en pointant. Et ensuite, en apprenant. Par définition ostensive. Ce que je vais faire avec la conscience est la même chose que ce que fait le parent avec le chat, n'est-ce pas? Je dois pointer quelque chose et dire « tu comprends ?» Et si tu comprends, tu comprends. Et si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. C'est ainsi que l'on définit ce genre de concept. Donc ce que je peux dire, c'est la conscience pure. Si vous êtes seul, dans l'obscurité et le silence total, laissant aller toutes les pensées, et simplement conscient, assis là, conscient, mais sans objet de conscience. Juste conscient, d'être conscient. C'est mon indicateur de conscience. Soit tu comprends, soit tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Comme pour la cannelle ou le lapin, soit tu comprends, soit tu ne comprends pas. C'est ça. Oui, c'est intéressant. Mais quiconque a médité comprend cela. Qui a médité profondément ou juste l'a fait à un certain niveau, comprend ça. Je veux dire, je comprends exactement ce que tu dis, mais pour quelqu'un qui n'a pas médité, comment peux-tu pointer vers un autre aspect de la conscience auquel il pourrait peut-être s'accrocher? Il y a la conscience, et puis il y a le contenu de la conscience. Si vous voulez connaître la conscience, le contenu est facile. Si je dis le goût de la menthe, c'est une expérience consciente. L'odeur de l'ail, c'est une expérience consciente. Tout le monde peut comprendre ça. Si vous demandez qu'est-ce que la conscience, ensuite, je dois vous donner quelques instructions. Un peu comme si vous voulez savoir quel goût a le café,
Eh bien, vous devez prendre ces grains de café, les moudre, verser de l'eau chaude dessus, les mettre dans une tasse et attendre qu'elles refroidissent, puis le boire, et ce sera ce que nous entendons par le goût du café. Il y a des procédures à suivre. Donc, pour ceux qui n'ont jamais médité, je pense que la plupart des gens ont, à un moment de leur vie, où ils sont silencieux. Mais nous pouvons le faire. Si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez simplement aller dans une pièce sombre, éteindre les lumières, éviter toutes les distractions, tous les sons, asseyez-vous là et laissez vos pensées. Et quand vous atteignez un état où il n'y a plus de pensée, même juste une seconde ou deux, ça n'a pas besoin de durer longtemps. Vous êtes simplement assis là et rien ne traverse votre esprit, pendant juste une seconde ou deux, et vous en êtes conscient. Vous êtes conscient de ce vide. Vous êtes conscient de ce vide, conscient du vide de conscience. Alors, c'est ce que je désigne par conscience. C'est l'expérience directe de cela. Maintenant, en tant que scientifique, je veux ensuite créer des modèles mathématiques, n'est-ce pas? D'accord, c'est ce que je modélise. C'est comme, par exemple, en physique, nous avons des modèles euclidiens de l'espace-temps, ou nous avons les modèles de l'espace-temps d'Einstein. Maintenant, ceux-ci sont, vous savez, il y a l'approche euclidienne de Newton, il y a l'approche de l'espace-temps hyperbolique d'Einstein. Mais si vous me demandez qu'est-ce que l'espace-temps, qu'est-ce que l'espace et le temps, qu'est-ce que l'espace-temps, je dirais d'accord, juste, voici mon pointeur. Regardez autour de vous, vous voyez des murs et des meubles, et ainsi de suite. Mais qu'y a-t-il entre vous et les murs et les meubles? Ce vide, c'est ce que nous entendons par espace ou espace-temps, selon Einstein. Donc, c'est mon indication directe pour vous dire, c'est ce que nous voulons dire, et puis vous dites, mais, eh bien, ce n'est pas euclidien. Il n'y a pas de chiffre là, il n'y a pas d'hyper, c'est juste mon expérience. Absolument. Votre expérience de l'espace est votre expérience de l'espace. Ce que nous faisons en tant que scientifiques, c'est dire, attachons des chiffres à cette expérience. Et voyons ce que nous pouvons en faire. Et puis vous pourriez dire, mais l'expérience est bien plus profonde que les chiffres. Absolument. L'expérience transcende les chiffres. Et pourtant, ce que nous découvrons, c'est que lorsque nous commençons à attribuer des chiffres et des structures à nos expériences et à faire des mathématiques avec elles, nous arrivons à quelqu'un comme Einstein. Avec ses mathématiques, il a prédit qu'il y a des trous noirs. Je veux dire, ses mathématiques l'ont prédit. Il n'aimait pas la prédiction, mais ses mathématiques l'ont prédit, même s'il n'aimait pas sa propre prédiction. Et donc, nous constatons que même si les mathématiques ne peuvent en quelque sorte être qu'un petit pas vers la réalité, que j'ai mentionné, n'est-ce pas, l'espace ou l'espace-temps, peu importe ce que c'est, est profond. Nos mathématiques sont difficiles, mais elles effleurent la surface de la profondeur de l'espace-temps. Et c'est la même chose avec nos modèles mathématiques de la conscience. La conscience est très très profonde et complexe. Mais en tant que scientifique, nous devons humblement dire, eh bien, voici mes petites mathématiques, mon prochain petit pas dans la science de la conscience. Eh bien, laissez-moi vous demander ceci alors. L'intrication quantique jette un peu l'espace-temps par la fenêtre. Si je comprends bien, et corrigez-moi si je me trompe sur le concept d'intrication quantique, où il y a deux atomes, deux neutrons, j'ai oublié quelles étaient les deux unités exactes. Mais si l'un change ici, à 1000 miles de distance, l'autre est affecté. Pouvez-vous expliquer cela d'un point de vue mathématique? Ou y a-t-il même une explication? Parce que maintenant, nous entrons dans la physique étrange dont Einstein parlait. Donc oui, si vous avez deux photons, par exemple, ils peuvent être intriqués, ou juste deux particules, elles peuvent être intriquées. Leurs états peuvent être intriqués. Et ce que cela signifie, c'est que si vous mesurez, disons, le spin d'une particule et l'autre particule est à des années-lumière de distance, disons, elle est intriquée, vous savez, instantanément, vous savez quel était le spin de l'autre, même si elle pouvait être à des millions d'années-lumière. Si c'était mesuré, c'est ce que ce serait. Il y a ce genre de non local, dans le sens où l'espace-temps d'Einstein exige qu'aucun signal ne se propage à travers l'espace-temps plus vite que la vitesse de la lumière, environ 300 000 km/s. Et donc, c'est une connexion instantanée, ce qu'Einstein n'aimait pas, n'est-ce pas? Mais il s'avère que l'intrication est vraie. C'est vraiment vrai. Et, comme vous le dites, cela montre qu'il y a des limites à la structure de l'espace-temps en tant que structure fondamentale. Cela suggère qu'à mesure que nous approfondissons la physique, nous allons chercher des choses au-delà,
de l'espace-temps. Et il y a une indication dans cette direction, et c'est que les propres équations d'Einstein ainsi que celles de la théorie quantique. Donc, sa théorie gravitationnelle et la théorie quantique impliquent ensemble que l'espace-temps cesse d'avoir une signification opérationnelle à environ 10 puissance 33, mais si vous tentez d'utiliser l'espace-temps au-delà, cela mène à des absurdités. Aucune expérience. Vous heurtez un mur. Vous vous heurtez à un mur. Donc l'espace-temps, et ce n'est pas 10 à la puissance 33 trillions de mètres, c'est juste 10 à la puissance 33 centimètres. Donc nous nous heurtons à ce mur où l'espace-temps cesse d'avoir une signification opérationnelle à juste 10 à la puissance 33 centimètres. Donc beaucoup de physiciens disent maintenant que l'espace-temps est condamné. Comme David Gross, qui a remporté le prix Nobel pour ses travaux sur la chromodynamique quantique, Imar Kanyemed, qui est à l'Institute for Advanced Study, et bien d'autres, ont dit « Je pense que pour eux, c'est juste évident. Ce sont encore une fois tous des physiciens théoriciens de haute énergie. » La physique est un domaine très, très vaste. Les physiciens qui disent que l'espace-temps est condamné sont les experts dans ce domaine particulier de la physique, qui sont les gourous de l'espace-temps, de la physique théorique des hautes énergies. Ce sont en quelque sorte les gourous de l'espace-temps, et ce sont eux qui disent que c'est fini. Nous cherchons une structure plus profonde. Et d'ailleurs, ils en trouvent. On peut en parler si vous voulez. Ils trouvent la structure. C'était ma prochaine question. Car l'espace-temps est fondamental, ou était fondamental pour notre expérience de cet univers. Je veux dire, entre ici et la Lune, il y a de l'espace, et il faut du temps pour traverser cet espace. C'est juste fondamental dans ce monde matérialiste, dans lequel nous vivons actuellement. Mais maintenant, avec la physique quantique, il semble que la communauté des physiciens en général commence. Ah, il y a tellement de preuves. Avant, c'était un peu ici et là, mais maintenant les preuves s'accumulent tellement qu'ils ne peuvent plus les ignorer. Et ils disent au juste, non, c'est fini. Nous devons commencer à chercher d'autres domaines. Et d'après ce que je comprends, ils commencent à s'ouvrir à. Pas nécessairement en utilisant le terme spiritualité, mais les gens sont de plus en plus ouverts à des sujets qui étaient tabous il y a 50 ans, voire même il y a 20 ans. Ils explorent des concepts tels que la conscience. Le fait d'échanger avec des scientifiques sur ce sujet est relativement récent. Êtes-vous d'accord avec cette observation? Eh bien, oui. Quand j'étais étudiant en master, ce n'était pas bien vu d'en parler. Ça m'intéressait, mais je savais que je ne devais pas en parler. Ne pose pas cette question en classe. Évite de la poser. C'est exact. Cela montrerait que vous n'étiez pas un scientifique ou penseur sérieux. Mais oui, beaucoup de physiciens théoriciens de haute énergie disent maintenant que nous devons regarder au-delà de l'espace-temps. Maintenant, la plupart d'entre eux cherchent des structures mathématiques au-delà de l'espace-temps. Et elles peuvent aussi avoir des idées spirituelles. Mais il y a un travail rigoureux fait par ces physiciens qui disent « D'accord, l'espace-temps n'est pas fondamental. Nous avons besoin de structures plus profondes au-delà de l'espace-temps, qui se projettent ensuite vers l'espace-temps et nous redonnent la physique que nous connaissons à l'intérieur de l'espace-temps comme un cas particulier d'une physique plus profonde. » Et ils réussissent à trouver ces nouvelles structures. C'est donc vraiment impressionnant ce qu'ils font. Ils ont trouvé quelque chose appelé l'amplituèdre, qui leur permet de calculer les amplitudes de diffusion, comme lorsque des particules se percutent au grand collisionneur de hadrons et qu'elles se dispersent. Ils cherchent les amplitudes de probabilité pour tous ces événements. Et quand vous le faites à l'intérieur de l'espace-temps, les mathématiques sont un vrai casse-tête. Des centaines de pages, comme 2 gluons qui se percutent, 4 gluons qui se dispersent, ou 6 gluons qui se dispersent. Des centaines de pages d'algèbre pour un seul événement. Des centaines de pages d'algèbre pour calculer la probabilité d'un seul événement. Faites-le en dehors de l'espace-temps. 3 ou 4 termes que vous pouvez calculer à la main, et puis vous voyez de nouvelles symétries. Donc, ce qu'ils découvrent, c'est que si vous laissez tomber l'espace-temps, je veux dire, l'espace-temps est très utile, n'est-ce pas? Nous l'utilisons tout le temps, chaque jour. C'est très utile, mais il a des limites. 10 puissance 33, c'est fini. Et quand vous dites alors, eh bien, y a-t-il de nouvelles structures, pas enroulées à l'intérieur de l'espace-temps? Pas comme les fils de la théorie des cordes, où ces choses sont enroulées à l'intérieur des dimensions supplémentaires de l'espace-temps, totalement en dehors de l'espace-temps. Nous devons penser en dehors de l'espace-temps. Et vous pourriez dire, mais comment diable pouvez-vous faire ça? Et voici comment vous le faites. L'espace-temps, je suggérerais, n'est qu'un casque de réalité virtuelle. Nous l'utilisons comme un casque de réalité virtuelle. Et ce que la science faisait,
Nous pensions obtenir une théorie du tout. Nous pensions étudier la finalité. Nous nous rapprochons de la théorie du tout. Ce que nous avons découvert, c'est que, tout ce temps, nous pensions simplement aller vers la réalité ultime. Nous étudions juste notre casque. Nous sommes devenus vraiment bons à comprendre notre casque. Tellement bons que nous avons réalisé, bon sang, l'espace-temps n'est qu'un casque. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la finalité. Maintenant, avec tous ces outils, la rigueur scientifique, sans dogmatisme, donnez-moi des théories mathématiques, faites des prédictions solides, nous allons les tester. Pas de bêtises. C'est tout nouveau. Depuis Galilée, à peu près, nous avons eu ces outils crédibles et en utilisant ces outils, ils sont si puissants qu'ils nous ont dit que nous avions tort à propos de l'espace-temps. Nous pensions que c'était la réalité ultime. Et notre propre science nous a dit « Vous avez tort, ce n'est qu'un casque ». Mais maintenant, nous avons les outils. Et donc, nous pouvons utiliser ces outils et sortir du casque. Nous pouvons enlever le casque, pas littéralement, car nous sommes en quelque sorte coincés avec ce casque, mais parce que nous avons des outils mathématiques et nous pouvons faire des expériences. Nous pouvons, en tant que scientifiques, sortir du casque et commencer à trouver ces nouvelles structures, comme les permutations décoratives et l'amplitude hédron et d'autres structures qu'ils découvrent. Et cela ne date que des 10 dernières années. Seulement des 10 dernières années que ces nouvelles structures ont été trouvées à l'extérieur, où nous disons vraiment, d'accord, nous devons sortir de l'espace-temps. Des indices. Quelque chose. En 2005, il y a quelque chose appelé les relations de récurrence BCFW. Ked Witten et ses collaborateurs ont découvert ce qui était le grand indice sur ces nouvelles structures en dehors de l'espace-temps. Mais nous avons vraiment, en quelque sorte, le vrai grand premier pas a été en 2014 avec la publication de l'amplitude hadron par Nimar Kani-Hamed et ses collaborateurs. Donc, cela fait moins de 10 ans. Donc, tout cela est tout nouveau. Et la plupart des physiciens qui ne sont pas des théoriciens de la haute énergie ne sont pas au courant de cela. Ils ne savent tout simplement pas, car c'est une branche spéciale de la physique qui se concentre là-dessus. Donc, la plupart des théoriciens quantiques ne le savent pas. D'accord. Donc, c'était ma prochaine question, c'est que, d'après ce que je comprends, il y a des physiciens et puis il y a des physiciens quantiques, et souvent, les deux ne se rencontrent pas, parce qu'ils sont vraiment ancrés dans le matérialisme qui est un dogme plus ancien. Comme c'est juste comme ça depuis les 400 ou 500 dernières années. Et puis quand la physique quantique est apparue, ils ont dit non. On ne peut pas entrer dans ce monde parce que ça va réfuter toutes ces choses que nous savons être réelles. Et maintenant, il semble qu'il y ait même quelque chose de plus élevé que la physique quantique. C'est ce dont tu parles. Toutes ces autres choses qu'ils découvrent dans cette autre branche de la physique qui travaille vraiment au sein de la physique quantique, ou du moins s'y dirige, mais c'est au moins en mouvement. La physique quantique n'avait pas évolué depuis 80 ou 90 ans. Vraiment? Est-ce une affirmation juste? Eh bien, bien sûr. Les fondations ont été posées il y a longtemps. Et ensuite, nous avons eu, avec Feynman et ses contemporains, la théorie quantique des champs. Mais maintenant, ce que disent beaucoup de physiciens théoriciens des hautes énergies, comme Nimar Kani-Hamed, c'est que non seulement l'espace-temps est condamné, mais que la théorie quantique est condamnée. Elle n'est pas fondamentale non plus. Ce n'est pas profond. Ce qu'ils cherchent et ce que beaucoup d'entre eux cherchent maintenant, c'est un cadre plus profond dans lequel l'espace-temps et la théorie quantique émergent ensemble, unis. Voici l'idée. Est-ce que c'est, quand vous regardez la théorie quantique, eh bien, c'en est une. Pas maintenant, ce que je vais dire est mon idée, je n'impose cela à personne. C'est, eh bien, je dirais que Robert Speckins, qui est physicien, dit quelque chose de très similaire. Mais encore une fois, je ne vais pas les accuser à tort. Donc, si je dis quelque chose de stupide, c'est sur moi, bien sûr, pas sur eux. Ce que je dis. Mais je pense que beaucoup d'autres physiciens seraient d'accord, comme Chris Fuchs, qui fait des interprétations cubistes, et que toutes l'étrangeté de la théorie quantique, donc le théorème de non-clonage, l'intrication, la superposition et beaucoup de ses propriétés, sont simplement dues à une information incomplète. Et cela se rattache à cette idée de casque. Si l'espace-temps n'est qu'un casque ne vous donne que des informations incomplètes sur ce avec quoi vous interagissez. Exactement. Comme quand vous jouez à des jeux de réalité virtuelle, je joue à Grand Theft Auto en réalité virtuelle. Quelle est la réalité avec laquelle j'interagis? Eh bien, c'est un super ordinateur. Quelle quantité d'informations mon casque vous donne-t-il sur ce super ordinateur? Pas beaucoup. Il en a perdu une tonne. Il y a tout un univers complexe là-dehors avec lequel j'interagis vraiment, et je n'en ai aucune idée. Si je suis un utilisateur typique de VR, je n'ai aucune idée des gigaoctets de logiciels
des diodes, des résistances, des tensions et des champs magnétiques qui sont tous là. Je n'en ai aucune idée, je me contente de tourner un volant et d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, et c'est tout ce que je vois. La mécanique quantique. Toute l'étrangeté de la mécanique quantique n'est qu'un symptôme du fait qu'elle est liée à l'espace-temps, et l'espace-temps est un casque, et le casque perd des informations. C'est aussi simple que ça. Il n'y a donc rien de vraiment profond dans l'étrangeté de la mécanique quantique, sauf pour dire, eh bien, vous pensiez voir la vérité et vous ne la voyez pas. Vous voyez un casque qui vous donne une façade, comme une façade, sur cette réalité complexe au-delà, mais la science est à la hauteur, mais... C'est essentiellement ce qui se passe maintenant. Donc, si vous enlevez votre casque de la réalité dans laquelle nous vivons, il y a tellement plus d'informations dans cette pièce que ce qui peut être compressé dans ce petit casque que je porte. Et si je sors de chez moi, alors la nature est ceci, et vous levez les yeux, et il y a tellement de puissance de traitement nécessaire pour rendre tout cela. Ce qui m'amène à ma prochaine question. J'aimerais entendre votre théorie sur la théorie de la simulation, que nous sommes tous dans cette soi-disant matrice de simulation. Quelle est votre théorie à ce sujet? Alors, Nick Bostrom et d'autres sont assez célèbres pour ce genre de théorie. Et l'hypothèse, je devrais préciser un peu, de quelle version je parle. Ils diront typiquement que toi et moi, et le monde que nous voyons autour de nous, nous pensons que c'est la vérité, mais ce n'est vraiment pas le cas. Il y a un programmeur informatique, un gamin boutonneux avec son ordinateur portable dans une autre réalité, qui a tout programmé. Et nous ne sommes qu'une simulation dans leur petit ordinateur portable. Mais ensuite, on peut remonter ça. Mais ce programmeur boutonneux n'est pas la réalité finale parce qu'il y a un autre programmeur boutonneux dans une réalité encore plus profonde avec son ordinateur portable qui les programme. Donc, on peut remonter tout ça. Si vous remontez tout le chemin, il y a un financement pour un ordinateur portable et un programmeur à la réalité fondamentale. C'est le début de tout cela. Donc, ils disent que la probabilité que nous soyons à la base, étant donné qu'il pourrait y en avoir des milliers, la probabilité que nous soyons à la base est nulle. Donc, nous sommes probablement dans une simulation, c'est un peu l'autre. Maintenant, ce qu'ils disent alors, c'est que la réalité de base, ils supposent que c'est une sorte de réalité physique, un genre de réalité espace-temps. Donc, il y a toujours un cadre physicaliste. Et ils supposent qu'un ordinateur correctement programmé peut générer des expériences conscientes ou l'illusion d'expériences conscientes. Et à ce jour, beaucoup de mes collègues qui étudient la conscience le croient. Mais quand vous leur demandez, et il y a beaucoup de théories, donc il y a la théorie de l'information intégrée, il y a la théorie de l'espace de travail global, l'effondrement orchestré des états quantiques des microtubules neuronaux, il y a les théories des schémas attentionnels, il y a les théories de l'ordre supérieur. La théorie du premier ordre, il y a des tonnes et des tonnes de théories. Et toutes, d'une manière ou d'une autre, disent « si vous me donnez certaines propriétés fonctionnelles, des propriétés fonctionnelles de certains types de systèmes physiques, alors je peux vous donner des expériences conscientes comme ce goût de chocolat, cette odeur d'ail, et ainsi de suite. » Super, c'est ce qu'ils prétendent pouvoir faire. Que nos théories scientifiques commenceront par une description fonctionnelle d'un système. Et ils pensent toujours à un type de système physique, peut-être des neurones ou des circuits dans un système d'intelligence artificielle ou quelque chose comme ça. Et puis nous vous donnerons des expériences conscientes émergeant de cela, ou l'illusion d'expériences conscientes émergeant de cela. Ce sont mes amis et collègues, et ils sont brillants. Et ils sont brillants. Mais quand je leur demande, et ce sont mes... Vous savez, comme Stuart Emroff avec, l'effondrement orchestré des états quantiques des neuromicrotubules, ou Giula Tenoni pour l'IIT. Super. Donc, ils y travaillent depuis plusieurs décennies. Alors, quelle expérience consciente avez-vous pu montrer? Je veux dire, la structure fonctionnelle pour, comme le goût du chocolat ou de la menthe. Pouvez-vous donner lesquelles? Il y a des millions de couleurs. Des millions. Je suppose qu'à présent, vous avez des centaines de milliers d'expériences conscientes que vous m'avez données. Vous avez noté la chose fonctionnelle qui doit être le goût de la menthe, la chose fonctionnelle qui doit être cette nuance de rouge. Vous devez en avoir des centaines de milliers. Alors donne-moi juste 10, 0. Personne n'a rien. C'est tellement mauvais que Steven Pinker, dans son livre de 2018, Enlightenment Now, a dit que ce que nous devrons peut-être faire, c'est simplement stipuler qu'il y a ce schéma fonctionnel. Il parlait, je pense, de la théorie de l'espace de travail global. Nous devrons stipuler que cette expérience consciente correspond à cet état de l'espace de travail global. Eh bien, mon attitude est,
Vous stipulez les expériences conscientes, vous stipulez les choses physiques, vous stipulez les choses fonctionnelles. Tout est stipulation. Il n'y a aucune explication ici. Je dis tout cela pour dire que, maintenant, pour revenir à votre question, cette théorie de la simulation suppose que les propriétés informatiques et fonctionnelles de l'ordinateur peuvent réellement nous donner des expériences conscientes ou l'illusion d'expériences conscientes. Et il n'y a pas la moindre preuve, en termes de théorie scientifique réussie, que c'est faisable. Il n'y a rien sur la table qui dit que vous devriez y croire. Y a-t-il un monde où, dans le futur, peut-être de votre vivant, peut-être du mien, peut-être du vivant de mes enfants, où il y aura des physiciens et des théoriciens qui vont être croisés avec des spiritualistes parce que c'est la seule chose qui reste à explorer. Parce qu'une fois que vous continuez à vous heurter à des murs avec ces théories, et les mathématiques finissent aussi par se heurter à des murs parce que vous ne les avez pas encore percés. Mais quand vous commencez à entrer dans la spiritualité, qui est ce dont parlaient les anciens, et nous pourrions parler des anciens dans un instant à propos, il semble qu'ils transcendent la réalité et il y a des preuves de différents types de transcension de réalité. Il y a des psychédéliques qui vous emmènent dans différents royaumes, différentes réalités. Il y a tellement de choses inexplicables par la physique, mais pourtant il se passe quelque chose. Donc trouver un physicien ou un théoricien qui peut faire le lien entre les deux et enfin ouvrir les choses d'une manière que l'un ou l'autre ne peut pas faire seul, je pense que c'est là où nous allons tous, d'accord? Oui. Je pense que les traditions spirituelles disent depuis des milliers d'années que l'espace-temps n'est pas fondamental. Les textes védiques, oui, bien sûr. Et les scientifiques arrivent tard à cette fête. Nous sommes en retard à cette fête. Mais les physiciens théoriciens de haute énergie disent « Oui, l'espace-temps n'est pas fondamental. L'espace-temps est condamné. » Donc je pense que l'humanité, nous avons eu les traditions spirituelles et les scientifiques, et ils ont eu tendance depuis Galilée et son emprisonnement et ainsi de suite, par l'Église. Il y a eu un peu d'antipathie entre les deux et de la méfiance et ainsi de suite. Je pense que les deux ont une partie du tableau et les deux ont un problème. Donc, la partie du tableau que les scientifiques ont, c'est la méthode scientifique que nous connaissons maintenant pour faire des modèles mathématiques, avoir des standards rigoureux, pas de bêtises. Donnez-moi une expérience, donnez-moi les maths, on va tester et ainsi de suite. Donc, c'est important. Ils ont supposé que l'espace-temps est fondamental. Ils ont été physicalistes. Ça a été une hypothèse. Utile pendant quelques siècles, mais maintenant c'est fini. Mais la plupart des scientifiques ne savent pas que c'est fini. Ce sont les physiciens théoriciens des hautes énergies qui répandent la nouvelle que c'est fini et que nous devons avancer maintenant. Les traditions spirituelles sont là. Elles disent « Hé, nous sommes là, au-delà de l'espace-temps depuis des milliers d'années. Bienvenue à la fête, vous êtes en retard. » Mais maintenant, ce que les traditions spirituelles nous disent, elles disent que c'est très important. Aucun de nos écrits n'est la vérité. Ce sont des indications vers la vérité. Et ils sont très très prudents en disant que le Tao de Jing dit « Le Tao dont on ne peut parler n'est pas le vrai Tao. » Et si vous comprenez cela, alors c'est bien. Vous pouvez lire le reste du livre. Si vous ne comprenez pas cela, vous penserez que vous voyez la vérité. Non, vous obtenez une indication. Tout comme j'ai commencé avec un sens de la définition, en partie pour cette raison précise, j'ai pointé vers la conscience, d'une certaine façon. Si vous ne savez pas ce qu'est la conscience, je ne peux pas vous aider. Si vous n'avez jamais goûté à la menthe, je ne peux pas vous aider. Je peux vous donner un morceau de menthe et vous laisser le goûter, puis dire « c'est ça la menthe », et je le montre. C'est dans ce sens que les traditions spirituelles pointent vers le domaine spirituel. Si vous ne l'expérimentez pas vous-même, aucun mot ne vous y mènera. Mais ce qui manque aux traditions spirituelles, c'est la précision mathématique dans leurs indications. Elles comprennent que leurs mots sont des indications, mais les indications mathématiques montrent leurs limites. Les mathématiques d'Einstein pour l'espace-temps montrent que cette indication, l'indication de l'espace-temps, s'effondre à 10 puissance 33. C'est un antidote au dogmatisme, et cela montre qu'il faut une indication nouvelle et plus profonde. Nous n'avons pas eu cela dans les traditions spirituelles, et quel en a été le résultat? Dogmatisme. Combats à mort, des gens d'une religion
tuant des gens d'une autre religion. Parce que ton indicateur, je ne suis pas d'accord avec ton indicateur, je crois que mon indicateur est la vérité ultime. Eh bien, attends une minute. Ton leader t'a dit dès le départ, ce n'est qu'un indicateur. Le Tao exprimé n'est pas le vrai Tao. Ça ne vaut pas la peine de tuer des gens pour ça. Des indicateurs. C'est là que les traditions spirituelles ont échoué. Leurs indicateurs ne sont pas rigoureux. Et donc, ils mènent au dogmatisme. Ils invitent au dogmatisme, pas chez l'adepte, pas les leaders, mais les suiveurs qui ne comprennent pas vraiment que les indicateurs sont des indicateurs. Écoute, on n'a pas besoin de parler des guerres en cours en ce moment, mais il y a des dogmes spécifiques. Les traditions qui créent les guerres, qui se déroulent en ce moment. Je pense que c'était Yogananda, le grand yogi, qui a dit à propos de Jésus ce que j'ai dit de nombreuses fois, je le répète. C'est l'une de mes citations préférées. Il dit « Jésus est mort sur la croix en un jour, mais ses enseignements ont été crucifiés pendant les 2000 dernières années. Et c'est tellement vrai que si vous revenez à l'origine de l'un de ces leaders spirituels, ils disent ces choses. Ce sont des indications. Mais ensuite, ce sont les apôtres, les disciples. Ce sont eux qui commencent à construire ce système dogmatique parce qu'ils ne peuvent pas saisir au niveau où ils étaient. Ils étaient à un niveau d'évolution ou de vibration tellement plus élevé, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, qu'ils ne peuvent pas saisir ces idées. Je veux dire, Jésus est un exemple parfait, mais il y en a tellement d'autres, de Bouddha à Mahomet, en passant par tant d'autres, leaders spirituels du monde entier. Ils finissent tous par aller vers le dogme. Et c'est une chose que je ne comprenais pas quand je grandissais. Je me disais, j'ai raison, non? Parce que je suis catholique, évidemment. Je suis un catholique en rémission, au fait. Mais même enfant, je me disais, le 1,5 milliard de bouddhistes, ils vont tous en enfer, ou les musulmans vont tous en enfer, ou les zoroastriens vont tous en enfer, ou Dieu nous en préserve, si. Et s'il y a un pauvre type au milieu du Congo qui n'a jamais entendu parler de Jésus, est-ce qu'il va aller en genre? Tout comme tes mathématiques, comme l'espace-temps d'Einstein, ça commence juste à se désagréger. Ça n'a aucun sens logique. Alors cette autre théorie de tout ce que j'ai découvert, je ne l'ai pas inventée, mais que nous sommes tous un, que nous faisons tous partie d'une conscience humaine, d'un champ quantique, si vous voulez. Et beaucoup de gens parlent du champ quantique et comment certaines choses sont possibles, comme la théorie de l'intrication, peut-être à travers le champ quantique, cet espace. Ce qui se passe dans cet espace. Et j'ai vu des modèles maintenant. Je pense que c'était Neil deGrasse Tyson le montrait dans une de ses interviews, que l'espace autour des planètes, c'est comme un espace plat et la planète tire vers le bas et c'est la gravité. Donc c'est un peu comme la balle qui tourne autour. C'est ça la gravité. Donc l'espace n'est pas l'espace, c'est un champ manipulé par la gravité et d'autres choses. Ça te fait tourner la tête, Donald. N'est-ce pas? Je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur les indications des groupes religieux, notamment les fondateurs du christianisme ou du bouddhisme, etc., étaient à un niveau différent. Ils n'étaient pas dogmatiques, ils comprenaient que le Tao dont on peut parler n'est pas le vrai Tao. Mais nous autres, généralement, nous ne comprenons pas cela. Nous devenons dogmatiques à ce sujet, et ce que la science apporte, c'est un langage, le langage des mathématiques, où les mathématiques elles-mêmes vous disent « cela ne va que jusqu'à 10, jusqu'à 33 ça s'arrête, et ensuite il faut chercher autre chose ». Alors ne soyez pas dogmatiques à propos de l'espace-temps. Cela vous dit. Bien sûr, les scientifiques sont des gens. Ils sont aussi enclins à être dogmatiques que n'importe qui d'autre. La science est une institution sociale et l'exigence de théories mathématiquement précises est l'antidote au dogmatisme. Donc, ce que je pense que la science peut offrir aux traditions spirituelles, c'est une chose mathématiquement précise. La notion de champ quantique se révèle. Les physiciens théoriciens des hautes énergies qui vont au-delà de l'espace-temps disent que la théorie des champs quantiques était bien sûr une avancée importante. Et vous savez quoi? Feynman et ses contemporains nous ont fait un grand cadeau, et ça a été utile pendant plusieurs décennies, pendant
80 ans environ. Oui, je suppose. Eh bien, c'était la théorie quantique des champs. Feynman, probablement dans les C'est juste. années 40, 50, où la théorie quantique des champs est apparue, donc presque 870 ou 80 ans. Mais il s'avère que les champs quantiques introduisent une redondance inutile. Et personne n'a jamais vu un champ quantique. Nous voyons des particules. Les champs sont une construction pour essayer de nous aider à calculer des choses comme les altitudes de diffusion. Mais Nimar Kanimed, par exemple, est. En gros, les champs quantiques sont, en quelque sorte, un indice. Les champs, probablement, ils compliquent les choses. Quand vous utilisez ces champs dans l'espace-temps, ils rendent les mathématiques inutilement compliquées. 2 gluons entrent, 6 gluons sortent, des centaines de pages. L'algèbre, vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est parce qu'on utilise des champs quantiques. C'est un mauvais appareil de calcul. Le temps. Il avait sa place, mais nous l'avons dépassé maintenant. Nous pouvons faire ce calcul en 3 ou 4 termes et voir des symétries qui sont vraies pour ces données de diffusion que vous ne pouvez pas voir dans l'espace-temps. Les champs quantiques étaient une étape nécessaire dans nos douleurs de croissance pour essayer d'atteindre une meilleure théorie. Mais je pense, franchement, que la notion de champ tombera en désuétude, certainement en tant que chose ontologiquement intéressante. Mais l'idée de choses au-delà de l'espace-temps et de connexion au-delà de l'espace-temps, ça va rester. C'est dans ce sens que je pense que vous l'utilisiez. Les champs parlant d'une sorte de connexion. Absolument. Mais les champs quantiques sont occultés. La notion de connexion au-delà de l'espace-temps peut encore tenir. Je suis d'accord avec vous quand vous avez dit « nous sommes tous profondément un ». Au bout du compte, c'est la vérité. C'est la seule vérité. Ce n'est pas une indication. Je suis d'accord. Ce n'est pas un indicateur, c'est la vérité. Nous sommes tous un. Si vous regardez la planète depuis l'espace, vous pourriez voir, nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous un. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que j'ai observé avec l'IA, dans les traductions. Et quand j'ai commencé à voir la puissance de ce qui arrive, c'est déjà là. Mais vraiment, nous sommes probablement à environ 6 mois à 1 an de cette conversation où les traductions seront si faciles à faire en vidéo que cela va ouvrir ce monde d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Mais ensuite, je suis juste revenu d'Europe où j'utilisais une application pour communiquer avec mon chauffeur Uber et avoir des conversations complètes avec mon chauffeur Uber grâce à Google Translate. Mais ensuite, je me suis dit, attendez une minute. De mon vivant, il y aura une petite machine que je mettrai dans mon oreille et dès que je parlerai, cela sortira dans la langue, par le haut-parleur de la personne que j'entends, et ce sera instantané, au point où nous devenons tous un. Cette limitation de la langue, et non de la culture. La culture, bien sûr, tout le monde a sa culture, mais cette mondialisation vers laquelle nous nous dirigeons. Et d'où nous étions au siècle dernier à aujourd'hui, où nous sommes beaucoup plus globalisés, nous sommes vraiment dépendants les uns des autres. Et Internet a vraiment ouvert tout cela pour nous tous. Je vois vraiment que ce sera un monde où la langue ne sera plus un problème et les malentendus ne seront plus aussi fréquents qu'ils le sont maintenant. Es-tu d'accord? Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la technologie avance. Nous aurons probablement cela dans quelques années. Et cela aidera à combler le fossé. Je pense que cela nous aidera à mieux nous comprendre et à ne pas nous discriminer les uns les autres. C'est difficile quand on ne peut pas comprendre quelqu'un du tout. C'est beaucoup plus facile de les rejeter et de dire « ils ne sont pas comme moi » et de ne pas les traiter comme des égaux. Mais quand vous commencez vraiment à entendre des choses très humaines revenir de leur part, alors vous réalisez « oh non, c'est une autre personne avec des sentiments, tout comme moi, et peut-être des croyances différentes des miennes. » Et tu sais quoi? Je pense que cela vient seulement de quelqu'un qui peut voyager un peu en dehors de son propre pays. Je veux dire, tu peux voyager à l'intérieur du pays, et il y a des gens très différents dans notre pays, les États-Unis, sans aucun doute, de différentes régions et différentes zones. Mais quand tu commences à parcourir le monde un peu et à aller dans différents pays, tu commences à réaliser qu'ils veulent juste le bonheur pour leurs enfants, ils veulent être en sécurité, ils veulent être heureux en général, ils veulent vivre leur vie en paix.
Nous avons tous cela en commun. C'est exact. Et je pense que ces barrières commencent à tomber de plus en plus. Internet nous a ouvert d'une manière qui était un modèle. J'ai toujours dit cela, et je suis sûr que je ne suis pas le premier à le dire, qu'Internet est une sorte de exemple rudimentaire, un peu barbare de ce que les anciens appelaient les archives akashiques, où toutes les informations sont toutes connectées à tout. Savoir. En ce moment, nous commençons à nous rapprocher du point où nous pouvons simplement dire « Hey Siri, qu'est-ce que la physique quantique? Peux-tu me l'expliquer comme à un enfant de 3 ans ou Chachipi? Peux-tu me l'expliquer ?» Nous commençons à arriver à ce stade. Laisse-moi te poser cette question, cependant. Quelle est votre compréhension des archives akashiques, du champ akashique, si vous voulez, car j'ai eu le docteur Erwin Laszlo, un nominé au Nobel qui a écrit plusieurs livres sur les archives akashiques, le champ akashique et comment. Cela nous relie tous. J'aimerais savoir si vous avez des points de vue à ce sujet. D'accord. Donc, en tant que scientifique, ce que je veux, ce sont des modèles mathématiques autant que possible sur la conscience connectée. Et j'ai un article intitulé « Fusion de la conscience » qui est sorti en janvier. Donc les gens, c'est gratuit. Si vous cherchez simplement « Fusion de la conscience » sur Google, vous pouvez obtenir l'article gratuitement et regarder notre modèle mathématique. Mais cela nous ramène maintenant au début de notre conversation, à savoir que même les mathématiques précises et toutes les choses que nous pouvons prouver, et c'est beaucoup, ne sont qu'un petit pas. C'est trivial ce que j'ai fait, ce que mon équipe a fait, ce que nous tous qui faisons des modèles mathématiques de la conscience avons fait, est trivial comparé à la réalité, n'est-ce pas? Et, en principe, nous ne pouvons jamais obtenir une théorie du tout en science. La science a les meilleurs indices que l'humanité ait jamais trouvés. Mais il est évident qu'une théorie scientifique dit « accordez-moi ces hypothèses ». Si vous m'accordez ces hypothèses, alors je peux expliquer toutes ces choses merveilleuses. Mais si vous ne me donnez pas ces hypothèses, alors je ne peux rien expliquer. Et remarquez, la théorie n'explique pas ces hypothèses. Elle suppose les hypothèses, elle ne les explique pas. Elle les suppose. Donc, elle n'explique pas tout ce que nous disons. Mais bien sûr, je peux obtenir une théorie plus profonde qui explique ces hypothèses. Oui, c'est possible. Et cette théorie plus profonde a ses propres hypothèses, qu'elle n'explique pas. Donc, il n'y a pas de théorie du tout, et il ne peut jamais y en avoir. Et en fait, la science, dans un sens technique, ne connaîtra que la probabilité zéro de la vérité. Mais ce que nous faisons est très important. Nous devrions continuer à le faire, même si c'est de mesure zéro. Il est clair que nous obtenons des éclaircissements, et certaines théories sont meilleures que d'autres. La théorie d'Einstein surpasse celle de Newton, qui elle-même dépasse presque toute autre invention possible. D'accord, c'est juste. Il est donc clair qu'il n'existe pas de théorie scientifique universelle. Toutes les théories ne se valent pas. Certaines sont meilleures que d'autres. Et nous devrions concentrer nos efforts pour obtenir de bonnes théories scientifiques et être complètement humbles et dire que nos meilleures théories scientifiques sont triviales comparées à la réalité, au champ akashique profond, si vous voulez, la conscience unique profonde. Si vous voulez connaître cette conscience unique profonde. Intellectuellement, oui. Nos modèles mathématiques sont peut-être la meilleure option actuelle, si vous souhaitez une compréhension approfondie. Alors mon point est celui-ci. Tu es cette conscience et moi aussi. Et la façon de le savoir est de lâcher toutes les conceptions de qui je suis. Si tu t'assieds en silence et dans l'obscurité, et que tu laisses aller toutes les pensées, et que tu te poses simplement la question « Qui suis-je ?» et puis laisse aller toutes les pensées. Pas de réponse, et reste simplement assis là. C'est ta réponse. Tu es. Mais c'est une connaissance non conceptuelle. Vous la connaissez directement, tout comme le goût de la menthe en la goûtant. Vous connaissez la vérité profonde de la réalité, juste en vous asseyant en silence et en la goûtant, pour ainsi dire, en étant elle. Et c'est pourquoi ces maîtres qui parcourent la terre presque toujours, surtout venant de l'Est, parlaient de méditation. La prière est un autre exemple de méditation à bien des égards. Juste être silencieux, être calme, en soi. C'est quelque chose que j'ai vu, encore et encore et encore, même dans mes propres études et expériences. Et c'est parce que tu es la vérité. Tu es la vérité qui transcende toute déclaration de vérité, toute description.
C'est pourquoi c'est le cas. Et c'est aussi le problème que nous avons, c'est que nous ne reconnaissons pas les autres comme étant la même vérité que moi. J'ai mes mots, tu as tes mots, et ils sont différents. Et donc nous nous disputons sur les mots, alors que quand tu lâches les mots et que tu réalises, je suis face à face avec la réalité que je suis, et tu es l'unique réalité. Mais, Don, nous avons besoin d'un intermédiaire entre nous et la conscience ultime, n'est-ce pas? Besoin de Jésus ou d'un prêtre ou des deux, entre nous. Alors que, c'est intéressant, dans la Bible, à un moment, les pharisiens ramassèrent des pierres pour lapider Jésus. Et Jésus a dit, « Pourquoi allez-vous me tuer avec des pierres ?» Et ils ont dit, « Eh bien, parce que tu prétends être le Fils de Dieu. » Et Jésus a dit, « Eh bien, dans les psaumes, il est dit, « J'ai dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous fils du Très-Haut. » Jésus a dit, « S'il les appelle dieux, à qui la parole de Dieu est venue? Pourquoi essayez-vous de me lapider juste parce que je dis que je suis le Fils de Dieu? » Ce que Jésus dit, c'est que chacun d'entre eux est Dieu. C'est ce qu'il dit. Vous êtes Dieu. Il n'aurait pas pu être plus clair. Et il a cité le livre des psaumes. Mais, bien sûr, vous ne comprenez pas ça. Mon père a été pasteur chrétien protestant pendant de nombreuses années. Au fait, il était protestant. Donc, nous croyons tous que les catholiques n'iraient pas au paradis, n'est-ce pas? Je veux dire, évidemment, toutes les sectes du christianisme, c'est ridicule. Et c'est ce genre de ridicule, cependant, que lorsque vous regardez réellement les paroles de Jésus et qu'il dit essentiellement « Nous sommes tous des enfants de Dieu », qu'est-ce que cela signifie d'être un enfant? Un enfant d'un humain est humain. Un enfant de Dieu est. Donc, quand nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, ce que nous disons, c'est que nous sommes tous Dieu. Ce que nous sommes, c'est Dieu, se regardant à travers un avatar. Là. Mon avatar. Il y a ton avatar. Il y a l'avatar de Jésus, il y a celui de Bouddha. Ce ne sont que des avatars. C'est l'unique intelligence infinie qui se regarde à travers différents avatars. Donc ton petit bébé, ton enfant de 10 ans, ta femme, ton mari, ce sont tous l'intelligence infinie qui se regarde à travers un avatar. Avec la conversation sur la théorie de la simulation, il y a aussi la théorie des jeux qui est parfois ajoutée. J'ai eu des théoriciens des jeux dans l'émission parlant de la théorie de la simulation du point de vue d'un joueur, et j'utilise toujours l'exemple de Link et Zelda. À l'époque, c'est quand je jouais, à la fin des années 80, début des années 90. Donc, vous êtes Link. Link est votre avatar, et vous traversez continuellement le jeu, et puis quand vous tournez le coin, vous vous faites tuer. Oh, il y avait un orc là, mais la prochaine fois que vous passez, vous savez qu'il y aura un orc là, donc vous êtes préparé. Eh bien, c'est juste l'évolution de l'âme, c'est l'évolution de la vie. Vous apprenez en chemin. Et même les jeux vidéo, par nature, prouvent la réincarnation encore et encore, parce qu'il y en a plusieurs. Des vies pour revenir et continuer d'essayer. La chose, encore et encore. Mais la question est si c'est le joueur qui est celui avec la manette, jouant au jeu, parce que tout comme nous, quand nous jouons à un jeu vidéo, c'est presque sans importance ce qui se passe dans le jeu. Notre avatar peut se faire déchiqueter 1000 fois par un boss de niveau, et on se dit juste « Oh, recommençons, recommençons. Oh, trouvons la solution. Oh, recommençons. » Mais pour cet avatar, ça fait vraiment mal. C'est un événement tortueux, mais pour le joueur. Donc je dirais que vous regardez cela comme, eh bien, ce que nous traversons sur cette terre, dans cette expérience, il y a une surâme, un joueur. L'âme elle-même, le soi supérieur, quel que soit le mot que vous voulez utiliser, est non pas en train de jouer, mais d'observer le jeu. J'aimerais entendre vos pensées sur cette idée de théorie des jeux. Oui, je pense qu'il y a cela. Une intelligence, une conscience. Ça, c'est ce que tu es et c'est ce à quoi tu te connectes vraiment. Quand tu entres dans le silence et que tu laisses aller toutes les pensées, tu réalises que c'est ce que tu es vraiment. Tu n'es vraiment pas juste le. Ce type qui pèse tant et a cette couleur de cheveux et vie et ainsi de suite, et donc ce ne sont que les descriptions de ton avatar. Il y a la question,
Pourquoi l'intelligence intemporelle ferait cela? Quel est le but de tout ça? Pourquoi toutes ces guerres et ces combats et ces religions où les gens s'entretuent et le dogmatisme et tout le reste? Pourquoi ça fait ça? Bien sûr, la réponse est « je ne sais pas ». Mais voici une possibilité, c'est que d'une certaine manière. L'intelligence unique, la conscience ultime, transcende toute forme. Elle est sans forme. Mais comment te connais-tu? Comment, en quelque sorte, se connaît-elle? Eh bien, elle se connaît en prenant différentes perspectives sur elle-même. Et c'est ce qu'est un avatar. C'est une projection de soi. Il dit « Eh bien, laisse-moi me regarder, moi-même de ce point de vue. Et laisse-moi vraiment m'immerger tellement dans ce point de vue que je ne sais même pas que c'est un point de vue. Je pense que c'est la vérité. Alors, je m'absorbe vraiment dans ce point de vue, et puis je me réveille. Ensuite, je me réveille et je réalise « non. J'ai passé 70 ans de ma vie à penser que j'étais juste ce corps. Et puis, je me suis réveillé. Alors j'ai réalisé, je ne suis pas ça. Aussi compliqué que soit ce monde, et l'univers fait des milliards d'années-lumière, il y a la Lune, il y a le Soleil. Regardez les planètes et les fleurs. Une microbiologie incroyable, toutes les sciences, tout ça. Des choses. Et je transcende complètement tout cela. Tout cela est trivial comparé à qui je suis. Quand tu te réveilles, tu réalises que tout cela est compliqué. Je ne suis pas ça, je transcende ça. Alors maintenant, je me dis, bon sang, qui suis-je? Voilà ce que fait la conscience. Elle se crée un avatar, se permet de se perdre, complètement identifié à l'avatar. Absorber ce point de vue, puis reconnaître que ce n'est qu'un point de vue, et se réveiller. Donc, c'est ma meilleure hypothèse sur ce qui se passe ici. C'est un point de vue très intéressant, parce que laissez-moi vous demander. J'ai parlé à beaucoup de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Probablement plus de 100 à ce stade du jeu, aussi des maîtres spirituels, des yogis et ainsi de suite, de tous horizons. Ce concept dont je vais vous parler est un concept qui m'a été présenté dans l'émission et il m'a fasciné et j'ai demandé à toutes sortes de mes invités des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aux médiums, à la plupart, aux maîtres spirituels que j'ai eus dans l'émission, c'est que nous avons entendu parler du concept de la réincarnation, que nous avons des vies passées, nous avons des vies futures, nous avons cette vie actuelle, et que nous mourrons et nous continuons d'évoluer et nous revenons sans cesse, et le concept de karma et tout ce genre de choses. Mais le concept qui m'a été présenté et que je trouve tellement fascinant est qu'il n'y a pas de vie passée, il n'y a pas de vie future, que toutes les vies se déroulent en même temps parce qu'il n'y a pas de temps de l'autre côté dans ce qu'on appelle, entre guillemets, cet autre royaume d'où nous venons, ou cette conscience dont vous parlez, vie, ou vie comme s'il avait une maison. Mais ce concept de tout se déroulant en même temps et que si je fais quelque chose dans cette vie, cela, entre guillemets, se répercute sur mon époque en tant que soldat romain et cela se répercute aussi sur mon époque en tant que président d'un petit pays en Macker 25, 50, tout en même temps. Quand je dis répercussion, c'est parce que cela se répercute dans l'évolution de mon propre âme. J'aimerais beaucoup entendre vos pensées sur cette théorie. Oui, nous pouvons en fait le rendre assez précis mathématiquement en utilisant le langage de notre article « Fusion de conscience ». Et nous parlons en fait de votre point précis à la toute fin de cet article. Et ce que nous soulignons, c'est que nous avons ce modèle mathématique de la dynamique de la conscience en dehors de l'espace-temps. Et, bien sûr, la clause de non-responsabilité, comme toujours, est que ce n'est qu'une théorie. Ce n'est pas la vérité. C'est juste un petit pas. Mais c'est un pas intéressant. Dans ce modèle mathématique, il n'y a pas besoin de flèche du temps. Donc, la flèche du temps que nous avons est la flèche de l'entropie. L'entropie augmente avec le temps, n'est-ce pas? L'entropie augmente toujours avec le temps. Deuxième loi de la thermodynamique. Dans notre dynamique de la conscience, au-delà de l'espace-temps, les dynamiques de Markov peuvent être ce qu'on appelle une chaîne de Markov homogène. Il y a de l'entropie, mais elle n'augmente pas.
Donc, il n'y a pas de flèche anthropique du temps, mais c'est un théorème. Si vous regardez cette dynamique intemporelle de tout projet, vous la projetez. Bref, donc vous perdez un peu d'informations. Les dynamiques projetées seront des dynamiques, mais elles auront une flèche du temps, comme artefact de la projection. C'est un théorème. Donc, en d'autres termes, ce dont vous parliez, de manière informelle, nous pouvons en fait l'écrire comme un théorème que vous pouvez prouver en 3 ou 4 lignes et montrer que la flèche du temps que nous expérimentons maintenant n'est pas du tout un aperçu de la nature de la réalité au-delà de notre avatar. C'est entièrement un artefact. Entièrement un artefact. De la projection, pas du tout un aperçu de la vérité au-delà. Maintenant, d'un point de vue évolutif, ici même, l'évolution, les organismes en compétition pour des ressources limitées, essayant de s'accoupler, et ainsi de suite. Et ces ressources sont limitées. Quelle est la ressource la plus fondamentale et limitée? Le temps. Si je n'obtiens pas de nourriture à temps, je meurs. Si je ne m'accouple pas à temps, je ne me reproduis pas. Si je ne prends pas ma prochaine bouffée d'air à temps, je suis mort. Si mon cœur ne bat pas à temps, je suis mort. Donc, le temps est la ressource limitée fondamentale. Maintenant, l'évolution par sélection naturelle est une théorie incroyablement belle. J'ai publié des articles à ce sujet, j'ai travaillé sur la théorie des jeux évolutifs. C'est incroyable. Dans notre casque espace-temps, il n'y a pas de meilleure théorie sur les systèmes biologiques et l'évolution biologique que la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Mais l'espace-temps n'est qu'un casque. C'est juste une réalité virtuelle, ce n'est pas la vérité. Cela inclut la théorie de l'évolution, qui est la meilleure théorie à ce jour. Cependant, toute évolution par sélection naturelle est un artefact extérieur, sans une compréhension profonde de la nature de la réalité actuelle. Il y a donc cette intelligence intemporelle, infinie, la conscience, qui se regarde elle-même à partir d'une projection. Et, quand elle se voit à partir de la projection, cela ressemble à l'évolution par sélection naturelle. Cela ressemble à toute cette compétition pour les ressources. Cela ressemble à une flèche du temps. Et tout cela n'est pas vrai, de la réalité plus profonde. Tout cela est mathématiquement un artefact de la projection. Donc, si je puis encore citer Paramahansa Yogananda, il a dit ici éloquemment, puisque vous parliez de projection, il est comme ça. Nous sommes tous tellement concentrés sur l'écran et toute la violence, l'action, l'amour et le drame de tout cela, comme vous le disiez. Il dit, mais le but n'est pas de se concentrer sur l'écran, c'est de regarder derrière vous et de vous concentrer sur l'endroit d'où vient la lumière. Le projecteur. C'est exact. Éloquemment, dans ses manières yogiques, une explication si éloquente pour beaucoup de ce que vous disiez. Êtes-vous d'accord? Je pense que c'est une excellente métaphore pour faire passer l'idée que tu n'es pas. La vidéo à l'écran. Tu es l'écran. La lumière qui peut afficher toute vidéo. Sur mon ordinateur portable, je regarde une vidéo. Mais il pourrait afficher d'innombrables images différentes. Innombrables. Pas seulement celles que je montre, c'est ce que tu es. Tu es le potentiel infini qui pourrait tout voir. J'ai entendu une explication de cette idée de tout se passer en même temps, qui était si belle, et c'était la télévision. Je pense que c'était lui ou elle. Elle m'a dit, eh bien, si tu regardes un écran de télévision en ce moment, tu allumes ta télé et tu regardes le match de football. Eh bien, même si tu restes juste dans le domaine du football, tu sais qu'il y a 26 autres matchs qui se jouent en même temps le dimanche. Mais tu ne peux pas les voir. Mais ils se passent. Mais il y a aussi des épisodes de rediffusion de Seinfeld. Il y a aussi des épisodes de Friends. Il y a aussi des épisodes de All in the Family. Il y a Les Sopranos. Il y a toutes ces autres émissions et films qui passent en même temps. Mais votre attention est sur ce match en ce moment. Mais vous devez comprendre que tout le reste se passe exactement au même moment. Où vous regardez cela. Alors j'ai dit, oh, ça a beaucoup de sens, d'accord? C'est exact, ça a du sens. Si nous sommes coincés avec notre petit casque qui a une flèche du temps, quand nous transcendons cela, alors ils existent tous, n'est-ce pas? C'est exact. La notion même de temps et de simultanéité disparaît alors. Ce qui est vraiment très intéressant. Donc, tu as parlé de réincarnation. Je me suis incarné dans ce corps. La conscience s'incarne dans ton corps, mais aussi elle s'incarne dans les doctrines religieuses. Parce que si je suis prêt à te tuer pour mon protestantisme,
ou ton catholicisme ou autre, je me suis identifié à cette doctrine. Et puis à chaque fois que je m'implique dans autre chose, et d'une certaine manière, je m'identifie à cela, je me suis réincarné en cela. Donc, nous nous incarnons tout le temps dans des choses, sans réaliser que nous sommes la conscience qui transcende tout, ce que nous voyons, tout ce que nous croyons être en train de nous réincarner. Tu sais, ce qui est vraiment intéressant quand tu as dit ça, c'est que à travers l'histoire connue dont nous avons des archives, c'est qu'il y a ces idéologies dogmatiques qui ont traversé l'humanité à travers le temps, où à un moment, je t'aurais tué si tu ne croyais pas en Ra. Je t'aurais tué si tu ne croyais pas en Zeus. Je t'aurais tué si tu ne croyais pas en... Mais c'est finissent par disparaître et nous évoluons vers autre chose. Même le dogme, même les idéologies évoluent. Donc, comme Ra, pas que je sois un expert en Ra, le dieu du soleil. J'ai oublié l'autre égyptien, avant Ra. Il y avait les autres dieux égyptiens, Horus, et ainsi de suite. Je ne suis expert en aucun d'eux, mais il semble qu'avec ces nouvelles significations au cours des 2000 dernières années, il semble être attaché à plus de spiritualité, qu'il y avait une personne réelle qui prêchait ses idées, que ce soit, vous savez, même le Yogananda et ainsi de suite, qui crée ses idées. Il semble que même ces choses évoluant et que l'humanité commence à se détacher des choses qui ne leur servent plus. Peut-être que l'une des raisons pour lesquelles nous traversons cette montée de guerre maintenant et de haine, et cela dure depuis les 1015 dernières années, vraiment. Cela dure depuis longtemps, mais il semble vraiment que cela ait bouillonné au cours de la dernière décennie, plus que lorsque je grandissais. C'était juste différent quand je grandissais, et c'est peut-être comme la dernière, espérons-le, la dernière, prise de conscience de l'humanité, pour dire ça ne nous sert plus, on ne veut plus faire ça, nous devons évoluer au-delà de ça. Es-tu d'accord? Oui, je dirais ça. Eh bien, il y a plusieurs aspects. Je suis d'accord que notre but est de nous éveiller. Et s'éveiller implique de réaliser que les gens que je déteste sont, en fait. En christianisme, Jésus a enseigné d'aimer son prochain comme soi-même, car ton prochain, c'est toi. Le véritable amour réside dans la reconnaissance de ce fait. Vous n'aimez vraiment que lorsque vous comprenez que la personne en face de vous, c'est vous, pas comme toi et toi, dans un autre avatar. Quand tu comprends vraiment que c'est toi, ton voisin et toi-même, c'est la base du véritable amour. Maintenant que cela semble empirer maintenant, Steven Pinker à Harvard a des données suggérant qu'il y a des obstacles sur la route. Mais l'humanité, le taux d'homicide a été en baisse. Il était bien plus élevé par habitant à l'époque aborigène qu'il ne l'est maintenant. Il a des données claires. Nous traversons donc une terrible période en ce moment. Mais il y a eu une baisse. Je pense que, d'après mon expérience, il y a beaucoup de gens qui se réveillent, mais c'est encore une infime fraction. Mais j'espère qu'en ce moment, le paradigme scientifique reste physicaliste. Et dans l'esprit populaire, et dans l'esprit de la plupart des scientifiques, le cadre physicaliste de l'espace-temps domine encore la majorité des gens quand il s'agit de science. Donc non, les traditions spirituelles disent que ce n'est pas correct. Le physicalisme est faux. Mais elles n'ont pas eu les preuves, n'est-ce pas? Quelles technologies peuvent-ils créer? Les scientifiques nous ont offert les ordinateurs portables et la technologie que nous utilisons pour explorer la spiritualité. Mais sous forme physique, sous forme physique. Mais c'est ce qui va vraiment convaincre les gens, non? Les scientifiques peuvent nous donner toute cette technologie, non? Bien sûr. Eh bien, les scientifiques sont ceux qui réalisent ensuite que l'espace-temps est condamné et commencent en fait à obtenir des modèles mathématiques d'une réalité au-delà de l'espace-temps.
qui commence à ressembler à la conscience. Je pense que ce sera vraiment le tremplin pour que beaucoup plus de gens se réveillent. Et quand les scientifiques commenceront alors vraiment à poursuivre cela avec une précision mathématique, je pense que le processus de réveil va. Alors, ils donneront maintenant plus d'outils aux traditions spirituelles. Ils auront soudainement des indications beaucoup plus claires. Et aussi, je pense que certaines des indications des traditions spirituelles sont erronées, et nous les trouverons. Nous serons en fait capables de les identifier et de dire « ça, c'est une mauvaise indication ». Celle-ci est bonne, mais nous pouvons en fait faire évoluer cette indication. Donc je vois un va-et-vient entre la science et la spiritualité qui ne se produira pas dans la prochaine décennie. Peut-être pas de mon vivant, mais je le vois venir, où les scientifiques réalisent que l'espace-temps est condamné. Il y a un domaine au-delà de l'espace-temps, et en l'étudiant, nous commençons à réaliser « oh, nous sommes en fait en train de nous découvrir, et nous ne sommes que des avatars ici, dans l'espace-temps. » Eh bien, je te contredirais cependant que l'espace spirituel, les traditions spirituelles, surtout les traditions orientales bien plus anciennes que celles de l'Occident, et que leur technologie était davantage axée sur l'intérieur. La méditation, le yoga, le Tao Te Ching, ces idées, ces philosophies sont des technologies intérieures là où la science nous a donné des technologies extérieures incroyables. Mais c'est vrai, elles ne peuvent pas venir seules, on ne peut pas faire l'une sans l'autre de nombreuses façons. Je voulais donc clarifier cela et savoir si vous seriez d'accord avec moi ou non. Absolument. Oui. La méditation en particulier est une technologie incroyablement importante. Donc j'utilisais juste le terme technologie pour ce qui pourrait persuader les gens. D'accord, bien sûr. J'ai mon iPad grâce aux scientifiques et ils sont physicalistes. Alors peut-être que le physicalisme est meilleur que ces trucs religieux. C'est un peu l'idée à laquelle on fait allusion. Mais je suis d'accord que la méditation est une technologie importante. Mais quand les scientifiques qui vous donnent des iPads et des iPhones disent aussi que notre science semble indiquer que l'espace-temps n'est pas fondamental et que peut-être la conscience l'est, alors les gens vont se dire, eh bien, mince. Les scientifiques le disent, alors, eh bien, peut-être que je devrais m'y intéresser. Peut-être que je devrais essayer la méditation. Oui, je vois ce que tu veux dire parce que je comprends totalement ton point de vue. Je pense qu'il va y avoir deux types de réveils différents. Je pense que la personne plus portée sur le physique va attendre ces signaux et les personnes plus spirituelles vont se réveiller avec des signaux plus spirituels. Je pense que tu as raison. Cependant, je pense que c'est une pilule pour les deux. Je pense que ça va être différents domaines. Et d'ailleurs, ce ne sera même pas deux. Je veux dire, un film comme Matrix, ce film a réveillé. Il a introduit la théorie de la simulation avec du kung-fu, mais a introduit la théorie de la simulation. A introduit la théorie de la simulation dans le Zeitgeist. Et maintenant, Marvel apporte le multivers et les réalités parallèles à des milliards de personnes dans le monde entier où, oui, ces idées existaient déjà. Même dans la culture générale, mais pas comme maintenant. Je veux dire, les gens ont des conversations profondes sur le multivers et les réalités parallèles et l'effet Mandela et ce genre d'idées grâce à ces histoires ou cette pop culture. Je veux dire, regarde, si ce n'était pas pour H.G. Wells, je ne sais pas si nous serions allés... D'accord. Il a inspiré tant de scientifiques à se lancer dans la science parce que avant H.G. Wells, il n'y avait pas vraiment de conversation sur ce genre de choses. Je peux me tromper, mais en général, c'est l'un des plus populaires qui a vraiment éveillé cela chez les gens. Tu es d'accord? Eh bien, je pense que beaucoup de gens, de jeunes gens, ont été stimulés par ces romans ou films imaginatifs qu'ils ont vus. J'avais 13 ans quand les premiers astronautes ont atterri sur la Lune. Apollo, Elephant a atterri sur la Lune. Et cela m'a complètement inspiré. Ça m'a donné envie de devenir scientifique, et ainsi de suite. Donc, des romans, des films, des exploits réels de personnes courageuses allant sur la Lune, risquant leur vie. Oui, ils réveillent une génération et disent « Oh, oui, je veux faire ça aussi ». Ou même, comme quand le président Kennedy a dit « Nous voulons, d'ici la fin de cette décennie, envoyer un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf ». Absolument. Je veux dire, c'est un appel clair à une génération, et ça te fait travailler très dur avec la technologie des années 60. Ces gars-là étaient courageux. J'ai visité le centre spatial Kennedy. J'ai visité le centre spatial de Houston.
Et quand tu vois tout ça, tu te dis, bah, mais vous êtes fou ou quoi? Ces gars-là avaient. Ils étaient avec des crayons. Ils faisaient les calculs avec des crayons et des stylos sur du papier et ils disaient juste, attends, je dois finir cette équation d'algèbre. D'accord. Oui, je pense qu'on peut les avoir. De retour si on fait ça. C'est vraiment incroyable. Ils étaient incroyablement courageux. Ou fous. Ou stupides, l'un ou l'autre. Eh bien, certains sont morts. Oui, exactement. Non, beaucoup sont morts, mais la frontière entre la folie et le génie est très mince. C'est vrai. Mais quelqu'un devait être courageux. Que Dieu bénisse. John Glenn. Pour le premier, tour en orbite terrestre. Exactement. Eh bien, parlons du pauvre chien qui a été envoyé, ou du singe. C'est fascinant. Eh bien, laissez-moi vous poser cette question. Beaucoup des choses dont nous parlons ont été discutées dans, par exemple, les textes védiques ou les textes anciens, il y a des milliers et des milliers d'années. Toutes ces théories, ces idées, où allez-vous? Pensez-vous s'ils ont obtenu ces infos? Parce que nous venons de le découvrir il y a peu de temps, en Occident, entre guillemets. Mais ces textes orientaux, védiques ou de plus anciens qui ont 6000 en parlent de la théorie de la simulation. L'idée de Maya, l'idée de la grande illusion, du rêve. Même, eh bien je veux dire, un peu plus tard, comme Platon. L'allégorie de la caverne, ses idées, mais spécifiquement encore plus anciennes, qui précèdent l'Occident avec certaines de ses traditions orientales. D'où pensez-vous que cette information provient? Parce qu'il n'avait pas la base matérialiste que l'Occident a maintenant. J'aimerais entendre vos pensées. C'est une bonne question. Je pense que ils n'avaient pas la technologie. Par exemple, maintenant, je peux parler d'un casque de réalité virtuelle et les gens diront « Oh oui, un de ceux-là ». Et tu comprends plus ou moins. Platon devait utiliser la caverne et dire « Eh bien, j'ai un feu et j'ai des objets ». Et tu vois les ombres de ces objets contre le mur de la caverne. Et les gens disent « D'accord, oui, je vois l'ombre. Ce n'est pas le véritable objet. C'est juste l'ombre de l'objet. » Donc peut-être que ce que je perçois n'est que des ombres de la réalité. Et je pense que beaucoup de gens, quand ils s'assoient, et juste, parfois, on a des illusions, n'est-ce pas? Des illusions visuelles. Comme si vous mettez un bâton dans l'eau. Regardez la partie au-dessus de l'eau et la partie dans l'eau. On dirait que le bâton est cassé. Car il se plie, n'est-ce pas? Et vous vous dites, bon, d'accord, ce n'est pas vrai. Le bâton n'est pas cassé. Et pourtant, je le vois faire. Donc, je suppose que beaucoup de gens ont peut-être vu ce genre de choses. Ou comme si vous êtes en Hollande et que vous voyez un moulin à vent tourner de loin. Parfois, quand vous le regardez, il s'arrête tout d'un coup et tourne dans l'autre direction, si vous êtes assez loin. Et vous vous dites, waouh, waouh, comment ça s'est passé? Et puis vous réalisez, non, c'est juste une illusion. Donc il ne faut pas être trop sensible pour ensuite se dire, attendez une minute. Si je me suis trompé sur le bâton dans l'eau et que je me trompe sur ce moulin, et vous trouvez d'autres choses sur lesquelles vous vous trompez. Vous prenez un crayon ou vous prenez un bâton et tout devient flexible. Quand tu commences à le faire, ça devient flexible. C'est ça? Et puis tu commences à faire des choses comme dessiner des images, comme un cube sur une feuille de papier, et ça ressemble à du 3D, mais tu sais que ce n'était qu'une image sur une feuille de papier, alors tu te dis, d'accord, attends une minute, j'invente certaines de ces choses. Peut-être que j'invente tout ça. Donc, je ne pense pas, ça ne demande pas trop de génie, pour se dire, waouh, je me suis trompé là, je me suis trompé là. Peut-être que je me trompe partout. Donc c'est une hypothèse sur le Maya. Ce genre de choses. Dans l'idée, cependant, que, imagine, parce que toi et moi parlons de cela dans un monde très sûr, dans le sens où nous pouvons avoir ces conversations publiquement. Mais peux-tu imaginer être un yogi il y a 8000 ans et dire, vous savez, tout ça, pas réel? Pouvez-vous imaginer d'où cela vient? Mon interprétation est qu'ils étaient à un niveau spirituel tellement plus profond que ce que nous comprenons, qu'ils se sont tournés vers l'intérieur et beaucoup de ces informations, ils ont peut-être accédé à ce qu'était la vérité. Seul quelqu'un qui médite comprend cela. Eh bien, et je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est aussi, en plus de cela. Je parlais juste d'un gars moyen, mais ces yogis, qui vont vraiment très loin,
C'est là que je pense que le fait qu'ils soient l'un, tout comme toi et moi sommes l'un, ils sont l'intelligence infinie. Donc, ils n'avaient pas la technologie que nous avons, mais ils avaient quelque chose d'encore mieux. Ils ont l'intelligence infinie, qui est toi et moi, et qui est aussi mon bébé de 4 ans, ou peu importe. C'est aussi l'intelligence infinie. Ce n'est juste pas bien exprimé. Oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, si nous sommes dans une simulation, Don, et que tout cela est un immense jeu vidéo auquel nous jouons tous, est-ce qu'on finit par s'en sortir? Est-ce qu'on finit par s'échapper? Est-ce qu'on finit par arrêter de jouer à ce jeu? Oui, mais il y a une infinité de jeux à jouer. Donc, oui, on sort de celui-ci, mais il est tellement qu'il y a littéralement une infinité de perspectives différentes à adopter. Littéralement l'infini, en quelque sorte. Si la conscience unique doit se comprendre elle-même, une sorte de réalisation de soi, qui suis-je? Je pense que. Par exemple, il y a un théorème selon lequel aucun système ne peut se comprendre entièrement. Donc, si j'ai, disons, un système informatique et que je veux que ce système se comprenne lui-même, eh bien, je pourrais faire en sorte que ce système informatique construise un modèle logiciel de lui-même et de ses interactions et ainsi de suite de ses parties. Mais maintenant, le système a changé car il a désormais un logiciel qu'il n'avait pas avant. Donc maintenant, je dois modéliser cette nouvelle édition logicielle pour moi. Mais dès que je fais cela, j'ai le fait que j'ai cette nouvelle édition logicielle que j'ai. Donc, en d'autres termes, vous ne pouvez jamais rattraper, vous ne pouvez jamais obtenir un modèle complet de vous-même. Et donc peut-être la conscience infinie est éternellement, entre guillemets, en train de prendre différentes perspectives. Parce qu'en principe, il n'y a pas de fin à l'exploration de soi-même. Il ne peut jamais se connaître complètement. Et donc, une fois que nous sortons de ce casque, il y en a infiniment plus à quitter. Et une question que je me pose alors est-ce qu'il se permet d'être complètement réincarné dans le nouveau casque et de se perdre complètement et de devoir se réveiller parfois douloureusement, n'est-ce pas? En se débattant et en criant, pour ainsi dire, à sa nature infinie, et pour réaliser, non, je ne suis pas cette projection. Je ne suis pas cet avatar dans cette petite projection. Mon avis est que oui. C'est intéressant parce que même avec ce que tu viens de dire, l'explication spirituelle, de mon point de vue et de mon expérience, c'est que lorsque tu deviens un maître ascensionné, comme un Yogananda, un Jésus, un Bouddha, tu choisis soit de revenir, soit d'aider les autres à s'éveiller d'autres manières. Mais il y a des maîtres ascensionnés qui partent et disent « ça va maintenant, je n'ai plus besoin de revenir sur Terre. J'ai appris les leçons. Oui, je pourrais être 1000 autres choses, mais j'ai appris toutes les leçons que je devais apprendre ici. Je veux maintenant passer au prochain jeu vidéo. Je veux passer au prochain jeu que PlayStation va sortir. J'ai été sur Xbox, maintenant je veux PlayStation. Et tu évolues à un niveau supérieur parce que ça n'a plus de sens pour toi vibratoirement d'être ici en bas. Parce que si tu as entendu ces histoires des yogis, même dans les années 1900, quand les gens se retrouvaient devant le Maharishi, l'énergie qu'ils ressentaient, il y avait quelque chose d'enivrant. Certains ne pouvaient pas rester trop près parce que c'était tout simplement trop et ils devaient reculer. Ils rayonnaient à 30 ou 50 pieds ou quelque chose comme ça. C'est fascinant et je veux te poser une dernière question parce que je pourrais te parler encore 1 heure ou 2, Don, avec cette question, mais laisse-moi te poser une autre question concernant le concept de fréquence. Dans les traditions spirituelles, ils disent que plus la fréquence est élevée, plus vous êtes proche de la source. Donc, la haine, la colère, les préjugés, ce sont toutes des fréquences très basses, très lentes. Mais l'amour, le service, la gentillesse, ce sont des fréquences plus élevées, par nature selon la spiritualité. Mais nous avons prouvé qu'il y a des fréquences et que nous tous, de bien des manières, la planète entière, chante à différentes fréquences en permanence. Elle vibre presque à une fréquence différente en permanence. Et surtout, comme je le disais avec le Maharishi, ils étaient à une fréquence plus élevée, qu'ils ne pouvaient même pas attirer un agresseur. C'est comme vous ne voyez pas des yogis se faire agresser, ou ce n'est tout simplement pas quelque chose qu'on entend. Jamais entendu parler des croisades yogiques tuant des gens au nom de la source. Alors,
quelle est votre perspective sur la fréquence et la fréquence spirituelle et aussi simplement les fréquences physiques, mathématiques? Y a-t-il un moyen de relier les deux? Oui, et cela rejoint aussi ce que vous disiez à propos de certains maîtres yogis, disant, eh bien, je n'ai pas besoin de rester à ce niveau, je vais aller à un niveau supérieur, pas besoin de revenir ici. Donc, à ce sujet, je pense que l'espace-temps est un casque assez bon marché. Ce n'est que 4 dimensions, non? 2, 3 dimensions, l'espace, une dimension du temps. Pourquoi pas 50 dimensions? Pourquoi pas 5 milliards? Pourquoi pas 1 trillion de dimensions? Pourquoi ne pas avoir 30 000 dimensions différentes de couleurs au lieu de seulement 3 dimensions de couleurs, et ainsi de suite? De l'espace des teintes, par exemple, il y a la saturation et la luminosité et tout ça. En d'autres termes, nous avons un certain nombre de dimensions de couleurs. Pourquoi ne pas avoir 1 trillion d'autres dimensions de couleurs? Vous savez, pourquoi pas? Donc je pense que nous avons l'un des casques les moins chers que l'on peut utiliser pour se regarder, et il se désintègre à 10 puissance moins 33 cm. Nous sommes dans l'un des modèles à basse fréquence, n'est-ce pas? Mais oui, dans les mathématiques sur lesquelles nous travaillons, cette dynamique markovienne des agents conscients. Donc, dont nous parlons dans cet article sur les fusions de conscience et dont je parle dans mon livre, L'argument contre la réalité. Donc, j'en parle dans le tout dernier chapitre de mon livre, L'argument contre la réalité. C'est une dynamique markovienne et tout tourne autour des fréquences. Cependant, c'est une théorie mathématiquement précise sur l'origine de ces fréquences. Il est avéré que, à mesure que les systèmes s'intègrent davantage, les fréquences augmentent significativement. Donc, vous obtenez ces classes de communication de plus en plus grandes, la classe de communication de Markov devient de plus en plus cohérente. Et, en conséquence, ce que nous appelons le momentum devient plus grand, et donc la fréquence spatiale devient plus petite. Donc les fréquences deviennent plus fines. Vous obtenez des fréquences de plus en plus élevées dans cette chose. Donc oui, nous avons en fait un modèle mathématique que je n'essayais pas de modéliser cette sorte d'idée yogique de fréquences plus élevées, et ainsi de suite. C'est juste sorti de nos mathématiques. À mesure que vous devenez de plus en plus cohérent, avec des interactions plus grandes, d'agents conscients, les fréquences, qui y correspondent, deviennent plus élevées. Alors oui, vraiment, cela découle directement de la théorie. Mais encore une fois, je ne présente pas notre théorie comme la vérité. C'est un premier petit pas en dehors de l'espace-temps, vers la compréhension de la conscience. Juste le premier petit pas. Et c'est de cela que parle cette émission. C'est juste essayer de comprendre tout autant que possible et explorer différentes voies pour discuter. C'est pourquoi je parle à tant de personnes différentes, de tant de milieux différents, parce que dans cette conversation, tu m'as ouvert les yeux sur plein de choses auxquelles je n'avais pas pensé avant. Et j'espère t'avoir lancé quelques idées, auxquelles tu as réfléchi différemment aussi. Car il n'y a pas beaucoup de physiciens quantiques qui parlent à des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Mais il y a une certaine valeur là-dedans et vice-versa. Donc, j'espère que nous pourrons tous. J'essaye de combler le fossé dont je fais de mon mieux pour combler le fossé. Maintenant, je vais vous poser quelques questions que je pose à tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie épanouie? Je dirais, maintenant, que apprendre à lâcher prise sur les pensées. Être capable d'être actuellement. Sans doute être perdu. Dans mes pensées et simplement être présent. C'est pour ça qu'on est là. C'est ça, notre but, c'est de se réveiller. Alors tu te réveilles quand tu peux vraiment faire la vaisselle. Et être présent. Et ne pas être contrarié de faire la vaisselle. Ne pas être énervé de faire la vaisselle. Mais plutôt ne rien faire d'autre. Mais littéralement, dans l'instant, être présent. Donc c'est une vie épanouie et enrichissante si ce moment, qui est le seul moment où je peux vraiment choisir de faire quelque chose, je choisis de ne pas être perdu dans mes pensées, mais d'être réellement conscient de mes émotions, d'être conscient des pensées qui se déroulent, non identifiées aux pensées, mais simplement conscient des pensées, les observant, sans se réincarner en eux. Et puis, c'est vivre de cette façon. Et je ne dis pas que je le fais tout le temps, je le fais occasionnellement. Mais je pense que si vous demandez ce qu'est une vie épanouie,
Je pense que c'est une vie épanouie. Ce n'est pas devenir riche, parce que tout ce que vous obtenez, vous allez enlever le casque. Tout ce que tu accumules, tu vas le perdre. Garantie, la célébrité, les richesses, les voitures, les maisons, les abonnés. Tu vas tout perdre et tu le perdras dans quelques décennies, probablement plus tôt. Donc rien de tout ça. Ça te rendra heureux pendant quelques minutes, puis tout d'un coup, tu passes à autre chose. Ce n'était pas ça. Qu'est-ce que c'est? Quand tu deviens milliardaire et que ce n'est toujours pas ça, qu'est-ce qu'il te faut? Être présent à cet instant, sans penser, et juste, alors, réaliser qui vous êtes l'intelligence infinie. Vous n'êtes pas l'avatar, c'est une vie accomplie. Si tu pouvais remonter le temps et parler au petit Don, quel conseil lui donnerais-tu? Apprends à avoir le calme intérieur. C'est bien d'aller et de poursuivre des choses amusantes, d'obtenir une éducation, d'avoir un bon travail, tant que tu réalises que tu vas t'éloigner de tout ça. Donc, rien de tout cela. Tu ne t'identifies à rien. Alors apprenez à entrer dans un silence intérieur complet et découvrez qui vous êtes vraiment. La grande question est, qui suis-je si vous savez qui vous êtes vraiment, et ce n'est pas mon compte en banque, ma voiture, ma maison, ma popularité, rien de tout cela. Rien de tout cela n'est moi. Rien de tout cela n'est moi. Mon corps n'est pas moi. Alors je dirais, trouve la réponse à cette question. Qui suis-je? C'est ce que je me dirais. Comment définissez-vous la source ou Dieu? Encore une fois, uniquement par définition ostensive. Donc nous revenons au tout début de notre conversation, où je devrais dire, si j'essaie juste d'utiliser des mots et de donner des définitions, ça ne marchera pas. Mais si je te donne des instructions en te montrant, comme te donner un verre de vin et te dire que tu n'as jamais bu de vin, tiens, prends un verre. C'est du vin, tout ce que je peux dire sur la source. Si tu veux savoir ce qu'est la source, assieds-toi en silence, éteins la lumière, pas de distraction. Lâche prise des pensées. Et quand tu es conscient du silence et rien d'autre, vous avez eu votre premier petit goût de la source, mais juste le premier petit goût. Maintenant, allez plus loin. Passez plus de temps là-bas, quand tu pourras y passer des heures. Alors, vous commencez à vraiment connaître un peu plus la source. Et pourtant, vous n'avez fait qu'effleurer la surface des profondeurs de qui vous êtes. Et quel est le but ultime de... La vie, notre vie ici, je pense, c'est de se réveiller. Nous sommes ici pour nous perdre, pour ne pas savoir qui nous sommes, pour penser que je dois te concurrencer, être plus intelligent que toi, ou plus riche que toi, ou plus populaire que toi, ou plus rapide que toi, ou quoi que ce soit. Et tu vois ça, même chez les enfants de 3 ou 4 ans, n'est-ce pas? Ils y sont déjà, c'est à moi. Le mien est meilleur que le tien. Alors nous sommes ici pour nous perdre, pour nous identifier à l'avatar, puis nous réveiller et nous éloigner de tout cela et réaliser que nous partons. Enlevez ce casque et rien n'était perdu. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et le travail incroyable que vous faites dans le monde? J'ai un livre intitulé The Case Against Reality. Le sous-titre est Pourquoi l'évolution a caché la vérité à nos yeux. Donc, c'est plus dans le cadre du casque de réalité spatio-temporelle dont je parle, mais ensuite, dans le dernier chapitre, je dis, mais maintenant que nous avons fait tout ce travail sur l'évolution, il est temps de laisser tomber l'espace-temps complètement. Cela inclut de laisser tomber l'évolution. Donc le livre passe un peu par tout ça. Donc je dirais ça. Et j'ai un compte Twitter. Donc Donald D. Hoffman. D'accord. Auriez-vous un ultime message à transmettre au public, Don? Oui, je dirais juste ceci que il y a eu cette tension entre la science et la spiritualité et ça ne va pas être nécessaire que la science réalise que l'espace-temps n'est pas fondamental et elle apporte de nouveaux outils. Les traditions spirituelles l'ont déjà dit. Elles ont dit que l'espace-temps n'est pas fondamental. Il y a un domaine spirituel en dehors de l'espace-temps qui est plus fondamental, mais elles n'ont pas eu les aussi bons indicateurs. Donc, quand la science et la spiritualité se rencontrent, la science peut fournir de nouveaux indicateurs et la spiritualité peut fournir des milliers d'années de méditation et des insights. Et ensemble, je pense que l'humanité peut avancer avec une spiritualité scientifique qui va
non seulement nous aider personnellement, mais les technologies seront en dehors de l'espace-temps et seront indiscernables de la magie. Don, j'apprécie tout ce que tu fais pour le monde, mon ami. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci beaucoup pour cette aimable invitation. J'apprécie vraiment. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.